Il y a des différences de patrimoine très importantes entre monsieur et madame. Est-ce qu'il faut absolument se marier ou se pacter? Alors là, on parle que financièrement parlant, le reste, ça vous regarde. En tant que partenaire financier des familles, on est là pour accompagner une famille dans la durée et de façon transgénérationnelle. Aujourd'hui, une femme a une retraite 40% plus basse qu'un homme. Près de 15% des femmes n'ont que des comptes joints, pas de compte personnel. L'argent n'est pas une finalité en soi, mais est un levier d'indépendance, un levier de liberté. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Amaury de Tonquédec, c'est Allo la Martingale. Soyez les bienvenus dans la libre antenne de votre argent. Habituellement, on prend vos questions via notre ligne WhatsApp que vous trouverez en description d'ailleurs pour les prochaines émissions si besoin. Mais aujourd'hui, émission spéciale. On va parler des femmes et de l'argent, pas de militantisme, pas de théorie, on va parler du réel, de la vraie vie, parce que dans les bureaux des banques privées, chez les notaires, chez les avocats, eh bien, il se passe souvent la même chose. On arrive à deux et puis, rendez-vous après rendez-vous, il n'y en a plus qu'un seul qui parle. Et le problème, c'est pas le genre, le problème, c'est l'asymétrie. Parce que le plus grand risque financier, c'est pas la bourse, c'est de ne rien faire, de ne pas être aux commandes. Et ça concerne absolument tout le monde. Aujourd'hui, on va comprendre pourquoi ces situations se répètent, ce qu'elles coûtent vraiment et surtout comment les éviter. Et pour en parler, quelqu'un qui observe ces dynamiques à travers des centaines de trajectoires patrimoniales, il accompagne des familles, des entrepreneurs, des entrepreneuses, des couples à des moments clés de leur vie. Mathieu Védrenne, CEO de Société Générale Private Banking, est avec nous. Bonjour Mathieu. Bonjour Amaury, ravi d'être avec toi aujourd'hui. Et c'est un plaisir de te recevoir parce que on a beaucoup de choses à se dire. Et de recevoir quelqu'un comme toi qui est concerné et qui voit des centaines de cas passer par an, ça va être très enrichissant. Merci pour ton accueil. J'ai l'impression qu'on n'a pas forcément de solution concrète. Il y a beaucoup de constats, de grandes idées reçues. Mais là, aujourd'hui, on est là pour que tu nous partages ton expérience. Et on est là aussi pour trouver des solutions. Déjà, ce que j'ai dit en introduction, c'est-à-dire de dire que souvent, les gens viennent en couple, puis rendez-vous avec rendez-vous, tu te retrouves souvent avec monsieur. C'est vrai, ça arrive vraiment. Et les financiers sont souvent tournés vers celui qui détient ou celle qui détient le patrimoine. Et moins vers la famille, moins vers l'entièreté de la famille, ses différentes générations, ses différentes composantes. Et donc, dans un certain nombre de cas, ce qu'on constate, c'est que rendez-vous après rendez-vous ne reste plus que celui ou celle qui détient le patrimoine. Et très souvent en France, c'est encore monsieur. Mais comment tu l'expliques ça? Comment ça se passe, tu vois, concrètement? C'est quoi un peu les premiers signes où tu te dis, tiens, ils sont à deux, puis je vois que finalement, il y a souvent, tu vas nous dire, mais souvent, c'est madame qui part, qui lâche un peu l'affaire, entre guillemets. Pourquoi ça se passe comme ça? Il y a fondamentalement, et ce n'est pas une question d'homme ou de femme, je pense que dans notre pays, il y a quand même encore un sujet d'éducation financière. Et on le voit, je regardais ce matin en prenant un café avant de te rejoindre, Odexa vient de sortir un sondage dans lequel on découvre qu'à peu près un Français sur deux se déclare assez incompétent, mal accompagné, mal armé en tout cas, pour investir, pour pouvoir gérer son propre patrimoine. Et ça, je pense que c'est vrai partout. Et je le vois, moi, dans le métier que j'exerce de banquier privé, donc qui accompagne des familles déjà assez aisées, assez fortunées. Et même sur cette typologie, si je puis dire, de clients, en fait, on constate dans un certain nombre de cas que les femmes expriment le fait qu'elles sont mal accompagnées, mal servies, si je puis dire, mal entourées par leurs partenaires financiers. C'est intéressant ça, parce que de dire qu'effectivement en France, il y a un manque cruel d'éducation financière, même si c'est un petit peu en train de changer, c'est quand même toujours globalement le cas. Et c'est très intéressant, parce qu'on pourrait se dire, oui, mais bon, ça dépend un petit peu des milieux sociaux, du milieu même d'éducation qu'on a reçu ou pas de manière générale. Puis tu es en train de dire qu'en fait, non, c'est pas forcément lié à ça. Et que finalement, il y a des femmes, c'est pas une question de parcours, d'études, de métier. C'est globalement toutes les femmes. Alors là, on parle des femmes, mais c'est aussi pareil pour les hommes. Les hommes ne sont pas forcément mieux éduqués financièrement, on en parlera juste après. Mais toi, tu vois que vraiment, même, tout le monde est concerné, quoi. Les solutions, in fine, sont les mêmes, qu'on soit évidemment un homme ou une femme. Et il n'y a pas de doute là-dessus. Les solutions, il n'y a rien de spécifique. En revanche, ce que j'intuitais, moi, c'était le fait de dire, mais est-ce qu'on prend suffisamment en compte le profil, le profil de vie, les incidents qui peuvent arriver dans la vie, etc., des hommes et des femmes qui constituent les familles qu'on accompagne. Et donc, j'intuitais qu'il y avait quelque chose à faire. Donc, il y a quelques années, en fait, je me suis lancé avec nos équipes à écouter, en fait, un certain nombre de femmes, dirigeantes, entrepreneurs, leaders d'opinion, clientes ou non clientes. Dans pas mal de cas, elles n'étaient pas clientes. Et toutes, quasiment, m'ont dit, alors c'était des femmes qui avaient en général entre 35 et 60 ans, toutes nous ont dit, en fait, vous savez quoi, j'ai eu comme tout un chacun, j'ai eu des heurts dans ma vie, j'ai eu des difficultés dans ma vie, j'ai traversé des épreuves, et je me suis rendu compte que je n'étais pas bien accompagné,
Je n'avais pas été préparé. Je ne m'étais pas occupé de certains sujets qui ont eu un impact très important dans ma vie, dans mon parcours, sur ma famille. Et ça a été, je dirais, une confirmation de ce que j'intuitais, qu'effectivement, les solutions sont les mêmes. Mais l'accompagnement, la pédagogie, la prise en compte, la prise de conscience, en fait, de ce sujet est très importante. Et donc, c'est pourquoi, si vous voulez, à mon niveau et avec les équipes dont j'ai la responsabilité, on est dans cette logique de dire on doit travailler sur, entre guillemets en bon français, l'awareness de ce sujet-là. Il faut prendre conscience que la matière financière n'est pas forcément très facile, elle n'est pas forcément, c'est souvent assez aride, ça n'intéresse pas grand monde, même quand on a la chance d'avoir un peu de patrimoine. Néanmoins, il faut prendre conscience qu'on doit s'en occuper. Ne pas s'occuper de son patrimoine d'une certaine façon quand on a la chance d'en avoir, c'est que d'autres décident à votre place. Et c'est qu'à un moment, vous allez subir des décisions que vous n'avez pas anticipées, que vous n'avez pas prises et qui ne seront pas adaptées en fait, à la situation que vous allez vivre. Exactement. Puis de toute façon, là-dessus, d'une manière générale, bon, on le répète assez souvent, enfin, en tout cas dans cette émission, et toi, j'imagine aussi, laisser de l'argent dormir sur un compte courant, c'est pas bon. Avec l'inflation, on perd de l'argent tout simplement. Ou alors, si on s'en occupe pas, c'est d'autres personnes qui s'en occupent et ils vont servir leurs intérêts à eux et pas les vôtres. Donc, c'est hyper important que vous vous occupiez de tout ça. Maintenant, c'est intéressant ce que tu dis par rapport à la différence entre hommes et femmes. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais donné de solutions ou de conseils, je mets des guillemets, parce qu'on vous donne des idées ici, pas des conseils, mais j'ai jamais dit, tiens, les hommes, il faut faire ça, les femmes, il faut faire ça. Non, c'est en fonction de vos objectifs, que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance, et ensuite, vous mettez en place les décisions. Maintenant, toi, dans les témoignages que tu as souvent, bon, on voit que les femmes, souvent, se mettent un petit peu en retrait de ce genre de décision. Est-ce qu'il y en a qui te disent, qui t'expliquent pourquoi, tout simplement, elles sont en retrait? En fait, je dirais qu'il y a un peu deux cas. Il y a soit le cas des femmes qui viennent même pas au rendez-vous dès le départ et qui s'y intéressent pas. Et ça, évidemment, mesdames, il faut absolument vous y intéresser à fond. Mais après, dans le cas de celles qui viennent, qu'est-ce qui fait que de rendez-vous en rendez-vous, finalement, elles partent et c'est l'homme qui garde un petit peu la main, tu vois? Moi, je dirais... Il y a le cas du couple, mais il y a le cas simplement de la famille, de se dire, entre frères et sœurs, entre enfants, parents, très régulièrement, le message qu'on entend, c'est « vous inquiétez pas, les enfants, vous t'inquiète pas, je gère ». Ce côté « je gère », c'est gérer. Ça, c'est la phrase, entre guillemets, qu'on entend le plus souvent, et elle dit beaucoup de choses. Et lorsque vous entendez ça, hommes comme femmes d'ailleurs, enfants, parents, dites-vous « attention ». Warning, direct, warning, quand t'entends voilà, ça. wake up call. Wake up call, attention, je gère. Alors que devant vous, vous avez un certain nombre de challenges à relever, des projets que vous voulez embrasser, malheureusement des difficultés que vous allez devoir traverser. Le je gère n'est pas nécessairement adapté à votre situation. Donc ça, pour moi, c'est le premier wake up call, il est là. Et donc, en général, si vous voulez, quand on écoute justement nos clients, quand on écoute les familles, on se rend compte que passé un certain temps, on va peut-être avoir un pépin de santé, alors qu'on a créé une boîte. On a peut-être créé une boîte à plusieurs, une boîte avec son compagnon, avec historiquement des copains, etc. Est-ce que le pacte d'actionnaires est bien ficelé? Est-ce qu'il est protecteur? Est-ce qu'il contient un certain nombre de clauses du type, en cas de sortie de l'un des membres de la société, qui peut, entre parenthèses, être votre conjoint, est-ce qu'il y a une clause de sortie? Est-ce qu'on prévoit un modèle d'évaluation de la boîte, des parts de vos parts, ou est-ce qu'au contraire, tout ça est laissé de côté et en cas de séparation, en cas de divorce ou même en cas tout simplement malheureusement de décès qui peut arriver subitement, eh bien, dans quelle situation vous trouvez-vous? Et vous pouvez vous retrouver avec les enfants de votre compagnon, par exemple, qui deviennent actionnaires de la boîte, qui ne sont pas nécessairement vos enfants. Ça peut être une famille recomposée, ça peut être des enfants avec lesquels vous êtes en relation difficile. Et dans ce cas-là, voilà, que va-t-il se passer sur la boîte? Donc ça, c'est un exemple. Un autre exemple qu'on entend régulièrement, c'est je ne m'étais jamais occupé de mon régime matrimonial. Et puis on a finalement décidé de se séparer lorsqu'on vivait en couple, et je me suis rendu compte que j'avais quasiment aucun bien qui était à mon nom, et à la fin voilà, tout ça m'a coûté très cher d'une certaine façon. Donc des cas comme ça, on en a énormément, et c'est ce qui nous a fait prendre conscience que
il y a un sujet de pédagogie financière, d'éducation financière, hommes comme femmes, qui est nécessaire, qui est absolument fondamental aujourd'hui. Alors tous ces cas, pour moi, ils ont un point commun, que ce soit de prévoir un décès, que ce soit de prévoir une séparation qu'elle soit dans la vie amoureuse ou dans un pacte d'actionnaires. À chaque fois, c'est quelque chose qui aurait dû être anticipé avant. Mais dans ces cas-là, à chaque fois, quand on crée une entreprise ensemble, quand on se met en couple ensemble, ou quand évidemment, les deux personnes sont en vie, on n'a pas envie d'envisager la mort, on n'a pas envie d'envisager la séparation. Comment est-ce qu'on en parle concrètement, tu vois ? Maintenant qu'on sait ça, pour les gens qui écoutent cet épisode, ok, il faut essayer de prévoir et d'en parler, mais est-ce que tu as des tips un petit peu à nous donner pour ça ? Tu vois, c'est pas facile d'en parler, tu vois. Ouais, en fait, il y a encore un tabou. Je pense que on a levé beaucoup de tabous dans la société française notamment. L'argent reste encore un peu tabou. Donc c'est probablement très culturel. Et donc c'est pas un sujet homme-femme. On en parle peu dans les familles, on en parle peu entre frères et sœurs, etc., etc. Donc il y a ce sujet du tabou. Donc pour moi, si je disais dans les tips, les choses importantes, c'est déjà de prendre conscience que c'est important de gérer le peu de patrimoine qu'on peut avoir et à fortiori un peu plus, encore plus si on a la chance d'en avoir. Et n'oublie pas un truc, Amaury, c'est que avec le grand transfert de patrimoine qui va s'opérer dans les 5, 10, 15 prochaines années, avec le départ des boomers, on parle en actifs globaux, immobilier compris, entreprises, etc. On parle de 9 000 milliards qui vont changer de main. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup peut-être de personnes qui nous écoutent, qui sont jeunes, qui n'ont pas encore nécessairement accumulé du patrimoine, mais qui vont peut-être en hériter. Certains en ont déjà, ils vont en hériter encore davantage. Donc il y a un sujet pour moi déjà d'oser en parler de façon transgénérationnelle, avec ses parents, avec ses frères et sœurs, d'oser en parler en famille. Une fois qu'on ose en parler, et ça on pourra réfléchir aussi comment le faire, parce que c'est quelque chose qui n'est pas facile, il y a un sujet de formation. Donc une fois le awareness passé, c'est comment est-ce qu'on se forme finalement à la matière financière, avec son côté aride et souvent pas très intéressant d'une certaine façon, pas très aspirationnel, mais pour autant très important. Donc comment on se forme. Et ensuite, il y a le sujet de comment est-ce qu'on est accompagné pour pouvoir répondre aux défis auxquels on va faire face, anticiper des pépins de vie qu'on peut traverser, protéger ceux qu'on aime, envisager l'après soi-même, qui est aussi un enjeu qui nous concerne tous malheureusement. Donc voilà. Mais ça passe par cette phase de awareness et à mon sens de formation qui est très importante. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils pour pouvoir se former. Je reviens un petit peu quand même rapidement sur l'étude, c'est potentiellement une étude de Cerulli Associates qui nous dit qu'à l'échelle mondiale, en tout cas, il y aurait près de 124 milliards de dollars qui pourraient changer de main là dans les années qui viennent, dans le cadre de ce qu'on appelle, ce que tu as cité, le fameux grand transfert de richesse. Et ce qui est intéressant, c'est que 70% des personnes qui devraient potentiellement hériter de cette richesse-là, ce seraient des femmes. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer ? Parce que elles vivent plus longtemps ou... Alors l'étude, je pense que sur les pays occidentaux, elle est plus, on est plus sur du 50-50. Et je crois que d'accord, ok. Donc ça, c'est plutôt à l'échelle mondiale. À l'échelle mondiale, okay, donc ouais. Effectivement, il peut y avoir des distorsions qui interviennent de ce côté-là. Donc moi, je dirais, dans le cas qui nous occupe, on est plutôt dans quelque chose d'assez équiréparti. Pour autant, il faut avoir en tête que, alors c'est vrai aujourd'hui, mais aujourd'hui, une femme qui est à la retraite, en général, a une retraite 40% plus basse qu'un homme. Aujourd'hui, on a encore près de 10-15% des femmes qui n'ont que des comptes joints, qui n'ont pas de compte personnel. Donc, on voit bien qu'il y a, dans un certain nombre de cas encore, des progrès à réaliser. Et ce que ça veut dire, c'est que si vous anticipez parce que vous allez avoir une carrière hachée, pour plein de raisons, parce que vous aurez peut-être des enfants, parce que vous allez peut-être vous arrêter de bosser, parce que vous allez créer une boîte avec quelqu'un. Et la question, c'est, en vous projetant, même si c'est difficile quand on est très jeune, mais de se dire, je peux peut-être avoir une retraite extrêmement basse, comment j'anticipe les choses aujourd'hui, comment je me prépare à ça, ce sont des choses assez fondamentales et qui touchent particulièrement les femmes. Mais donc, si vous voulez, moi, le constat que je vois, c'est aujourd'hui, même les femmes leaders d'opinion, entrepreneurs, parfois fortunées, en fait, consacrent assez peu de temps à cette matière, sont probablement assez mal accompagnées par nous, les financiers, pour plein de raisons. Et donc, il faut qu'en fait, on travaille à deux niveaux, à la fois auprès
des hommes et des femmes aujourd'hui, des enfants aussi. Je pense que les garçons ont un rôle très important à jouer aussi vis-à-vis des autres membres de la famille, vis-à-vis de leurs parents, demain vis-à-vis de leurs compagnes. Puis ça, je précise que tout le monde y a intérêt, bien évidemment. Bien sûr, Là, bien on parle des femmes, mais en fait, tout le monde, hommes comme femmes, tout le monde a Bien sûr. intérêt à ce qu'il y ait le plus de prise de conscience possible de ce que tu as et que tout le monde soit le plus proactif possible. Exactement. Et derrière, ça peut être, si vous vivez en couple, une vie de couple beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus saine. C'est évidemment traverser des épreuves ensemble de façon beaucoup plus solide, etc. Mais donc, il y a à la fois une prise de conscience à faire au niveau, je dirais, de tout un chacun. Et de l'autre, il faut que les financiers également fassent beaucoup plus de pédagogie, beaucoup plus attention finalement à la façon dont on accompagne les gens que nous avons en face de nous et ne pas être tourner, entre guillemets, assez mécaniquement vers celui ou celle qui détient le patrimoine uniquement, mais vraiment avoir cette approche de famille. Et moi, quand je parle à nos équipes, j'essaie d'employer le mot famille et non pas le mot client. Voilà, c'est symbolique, mais les mots ont un sens. Lorsqu'on est dans une logique de se dire, on accompagne une famille, on accompagne les différentes composantes de la famille, l'ADN de la famille n'est pas forcément l'ADN uniquement que du leader de la famille, si je puis dire. Et donc, c'est aussi là que ça se joue beaucoup. Et justement, par rapport à ça, quand tu vois un petit peu l'écosystème de la banque privée en France, est-ce que tu vois que finalement, est-ce que ce secteur peut entretenir un peu ce truc-là de finalement mettre, pas évidemment directement, mais indirectement, un petit peu les femmes ou le reste de la famille à l'écart et au final de se concentrer que sur une seule personne qui aurait les commandes, alors que finalement tout le monde est concerné. La tentation, le temps que nous avons à consacrer évidemment à nos clients qui ont souvent des situations assez complexes, fait qu'on peut avoir tendance à faire des shortcuts, à aller directement à la solution, entre guillemets, aller directement sur celui qui détient ou celle qui détient le patrimoine. Donc, évidemment, prendre en compte l'ensemble de la famille, toute sa diversité, son ADN, ses projets aux différentes générations. Et évidemment que ça prend plus de temps, c'est plus complexe. À la fois, c'est beaucoup plus riche, c'est beaucoup plus passionnant. Et notre métier, c'est d'accompagner une famille dans la durée, c'est sur plusieurs générations. Donc, si vous ne faites pas correctement l'accompagnement de cette famille, de toute façon, elle le verra, la famille le verra. Si y a un déséquilibre entre le patrimoine de monsieur et madame et que demain, il y a un pépin, il y a au milieu des enfants recomposés, qu'il y a des enfants qui sont plus favorisés que d'autres dans cette famille recomposée le jour d'un décès, il est bien clair que ça se verra et ça laissera des traces. Donc, il faut penser long terme. En tant que partenaire financier des familles, on n'est pas des vendeurs de savonnettes. Je veux dire, on est là pour accompagner une famille dans la durée et de façon transgénérationnelle. Et toi, justement, très concrètement, tu vois, avec tes équipes aujourd'hui, de quoi alors j'ai une très, très belle prise de conscience, notamment ta présence ici, et je t'en remercie. Mais concrètement, tu vois, au quotidien, qu'est-ce que tu as changé un petit peu dans ta manière de voir les choses, dans ton travail à toi et avec tes équipes, justement, pour essayer de te faire changer tout ça, quoi. Alors déjà, ce qui est important de se dire, c'est que les femmes banquières également peuvent avoir un peu tendance, ou comme les hommes banquiers, si vous voulez, à aller directement vers celui qui détient le patrimoine ou celle qui détient le patrimoine. Donc, je veux dire, c'est pas il faut nous-mêmes éduquer, entre guillemets, un peu nos équipes pour leur dire, prenez en compte toute la diversité de la famille. Et vous aussi, c'est ce que je veux dire par là, c'est qu'une banquière femme n'accompagne pas forcément nécessairement mieux. Donc c'est pas un problème de mec, entre guillemets. Non, c'est pas du tout. C'est vraiment un problème de temps qu'on alloue, de focus qu'on veut mettre et de awareness aussi de notre côté sur cet écart qui peut y avoir. Donc nous, on essaie déjà de faire prendre conscience à nos équipes de ce sujet. De leur dire, prenez le temps d'accompagner la famille dans toute sa diversité. Ça, c'est très important. On essaye également, je dis ça pour l'ensemble de la profession, mais je pense que faire échanger les femmes entre elles, si on focus sur ce sujet-là, faire échanger les femmes entre elles, nous, on rassemble très souvent des femmes pour traiter de ce sujet-là, et donc faire, si vous voulez, là aussi, un partage d'expériences avec des femmes de différents horizons, de différents profils, de différents âges. Et je peux vous dire, vraiment, on le fait très, très, très régulièrement. Les retours, les partages entre elles sont extrêmement puissants, extrêmement pédagogiques, extrêmement utiles. Et elles s'enrichissent mutuellement et elles osent, en fait, raconter leurs difficultés, raconter les épreuves qu'elles ont pu avoir et comment, malheureusement, elles ont été mal accompagnées, mal préparées lorsqu'il y a eu un divorce, lorsqu'il y a eu un décès, lorsqu'il y a eu une entreprise qui a rencontré des difficultés auxquelles elles étaient associées. Et c'est extrêmement puissant.
Donc ça marche en fait. Donc s'il y a pour les femmes qui nous écoutent, on pourrait leur dire, essayez de parler au maximum entre vous, que ce soit des collègues, des amis, des gens de la famille, je ne sais pas. Ça marche. Échanger entre pairs, dans un climat de confiance, dans un climat où il n'y a pas de jugement de valeur, où la parole est libre. C'est effectivement quelque chose d'extrêmement puissant et d'extrêmement utile. Et est-ce qu'il y a... Alors, j'aimerais quand même que juste après, alors même si on n'aura pas le temps, évidemment, cette émission, c'est pas assez long et ce serait contre-productif parce que ça donnerait trop de détails, mais de donner un peu des exemples concrets de telles tranches d'âge, les choses à faire absolument et les choses qui sont peut-être moins urgentes ou au contraire à ne pas faire. Mais est-ce qu'il y a des décisions, tu vois, pour celles et ceux aussi évidemment qui nous écoutent, est-ce qu'il y a des décisions financières qui sont vraiment irréversibles, quoi? C'est-à-dire il y a des trucs, les gens viennent te voir et tu leur dis, là je suis désolé, mais là-dessus je peux rien faire parce que c'est signé ou c'est trop tard. Est-ce qu'il y a il y a des cas où tu dis, en fait, je suis désolé, mais je suis un peu impuissant face à ça. Je ne peux rien faire. Il fallait voir ça en amont, quoi. Non, en général, non. Non, parce que en fait, la boîte à outils, si je puis dire, de l'accompagnement juridique, fiscal, financier est extrêmement riche. Et donc, les solutions existent à peu près dans toutes les dimensions. Vous pouvez changer le régime matrimonial qui est le vôtre après 2 ans de mariage. Vous pouvez modifier un pacte d'actionnaire. Vous pouvez mettre en place un testament. Vous pouvez faire des donations-partage à vos enfants pour éviter des indivisions. Donc, toutes les solutions, elles existent. Donc, la question est plutôt d'en avoir conscience, de savoir qu'elles existent, de savoir que vous y avez droit, si je puis dire, de vous former un peu à ces différentes solutions, sans être un expert, bien sûr. Et ensuite, d'aller dialoguer avec votre famille, vos parents, vos frères et sœurs éventuellement, votre compagnon, le cas échéant, pour lui dire et leur dire en fait, vous savez quoi, on va se retrouver dans une indivision et ça va être infernal. Parce qu'en fait, on ne s'entend pas vraiment, il faut oser se le dire. Si jamais demain il m'arrive un pépin, ou si demain je suis handicapé, ou j'ai une difficulté importante, comment est-ce que je vais être protégé, ou comment vont être protégés mes enfants? Donc, le sujet, les solutions existent, la boîte à outils est très riche, les experts financiers, si je puis dire, juridiques et fiscaux, maîtrisent l'ensemble de ces outils. Faut-il encore qu'ils soient conscients qu'il peut y avoir des asymétries dans le couple et que ces sujets-là sont très importants et qu'ils se projettent à long terme pour pouvoir se dire aujourd'hui, comment est-ce que monsieur et madame se protègent alors qu'il y a un écart de patrimoine très important? Aborder le sujet. Comment aborder le sujet? C'est ça, le sujet est beaucoup plus dans le comment que dans le quoi. Les solutions, elles sont là. Bon, donc clairement, il n'y a pas de cause perdue, entre guillemets, non. Et on peut toujours tout modifier, améliorer. Il y a des solutions qui existent, c'est important de le rappeler. Et puis, petit aparté, il y a une stat qu'on connaît, alors là, je m'adresse plus aux femmes, entre guillemets, mais il y a une stat qu'on connaît souvent, qui est assez connue, en tout cas si vous ne la connaissez pas, c'est que souvent, il y a un sondage qui avait été réalisé où on demandait à des hommes et à des femmes, selon vous, est-ce que vous seriez capable de faire atterrir un avion en cas de en cas de défaillance du pilote, etc. Il y a quasiment la moitié des hommes qui ont répondu oui, et il y a, je crois, à peu près 20% des femmes qui, elles, ont répondu oui. Donc, ça fait une différence énorme. Donc ça, c'est une question juste de... Alors qu'évidemment, dans la plupart des cas, hommes ou femmes, si on n'est pas formé, on ne sait pas le faire. Mais donc, il y a une surconfiance, entre guillemets, du côté, du côté des hommes. Donc ça, je le dis. Ne pensez pas, mesdames, que les hommes en savent forcément plus et tout, parce que souvent, c'est pas vrai. Ouais, en fait, ce qu'on voit très souvent, c'est que la logique d'épargne, elle est très présente, notamment chez les femmes, qui vont avoir une logique, on va dire, de protection aussi de la famille quand elles en ont une. Et donc, l'épargne est très présente. Mais épargner ne veut pas dire investir. C'est ça le grand biais. Et donc, 2-3 chiffres, mais si tu te dis, aujourd'hui, j'ai épargné, c'est par exemple ouvrir un livret A. Qui est capé sur un certain montant, etc. Mais le livret A, il faut regarder sur les 10 dernières années, c'est 13-14% de croissance, enfin de rendement. Okay, alors, c'est pas par an, je précise. Non, bien sûr. Non, c'est sur 10 ans. C'est 1,3% par an. Voilà, voilà. Et donc, l'inflation sur les 10 mêmes dernières années, c'est 18%. Donc, ça veut dire que si vous avez épargné via votre livret A, vous avez plutôt perdu du pouvoir d'achat, de l'ordre de 3-4%. Donc, ça, c'est un sujet. Inversement, si on regarde un indice boursier global, qui est le MSCI World, qui est un indice qui est investi sur des grandes entreprises à l'échelle internationale, sur les 10 dernières années, c'est 235%.
Rien à voir. Rien à voir. Rendement, quoi. Donc, après, tout dépend de votre profil d'investissement, votre profil de risque, votre horizon de placement, etc. Donc, je ne suis pas en train de pousser les gens, si vous voulez, vers une solution ou une autre. Mais il faut les deux. Il faut de l'épargne de précaution à travers du livret A à très court terme, qui est plutôt un matelas à 3-6 mois, entre guillemets. Et puis, il faut de l'épargne moyen terme, long terme, pour préparer sa retraite, préparer des coups durs, anticiper des frais de scolarité, des projets que vous pouvez avoir. Mais enfin, le point important, c'est épargner ne signifie pas investir. Voilà. Donc ça c'est et là, par moment, on peut voir une différence en ayant l'impression qu'en fait, on est dans l'investissement et en fait, on est plutôt dans l'épargne de précaution. Et c'est ce qui fait que 20 ans plus tard, il y a des différences de patrimoine très importantes entre monsieur et madame. Et qu'in fine, s'il y a un pépin ou une séparation, ça peut poser des problèmes assez lourds. Donc, voilà. Et on sait bien que les femmes savent extrêmement bien gérer leurs finances. Donc, il n'y a pas de sujet là-dessus. Alors, ça justement, petite question. Dans le cas où tu as des deux qui investissent, hommes comme femmes, est-ce qu'il y a différentes manières d'investir ou alors tu vois globalement c'est pareil. On dit que souvent, parfois, moi je le vois, alors encore une fois, je ne veux pas faire de généralité, ça dépend vraiment des cas. Mais parfois, les femmes vont être plus raisonnables en termes de prise de risque. Et sur le long terme, ça peut être plus payant dans certains cas. Non, tu ne vois pas forcément de différence. Il y a beaucoup d'études sur le sujet, mais je pense que c'est assez... Encore une fois, moi j'ai plutôt le sentiment que les solutions sont les mêmes. Non, mais ça c'est clair. Mais dans la manière d'envisager les choses. Alors certains disent que peut-être que les femmes peuvent être un peu plus intéressées sur des dimensions ESG, responsables, d'alignement par rapport à leurs valeurs. Est-ce que c'est toujours vrai ou pas? C'est pas un sujet pour toi, quoi. Non, c'est pas un sujet pour nous et c'est pas comme ça qu'on l'aborde. Nous, vraiment, on aborde le sujet en se disant il y a une prise de conscience à avoir et il faut que les financiers bougent et il faut aussi que, je dirais, tout un chacun, on se préoccupe de ses finances et notamment lorsqu'on est jeune et lorsqu'on est une femme aujourd'hui, il faut anticiper les choses parce que les pépins, malheureusement, ça peut arriver. Ça nous arrive au cours de la vie et quand on n'est pas préparé, ça peut faire très mal. Et bien justement, un petit peu de concret là rapidement, Mathieu. Qu'on soit femme, homme, etc. Là, c'est pas le sujet. Ouais. Je vais te donner 4 tranches d'âge. Tu vas me dire un petit peu selon toi les trucs dont il faut absolument se préoccuper en fonction de cette tranche d'âge. Évidemment, ça va dépendre de vos projets de vie. C'est à prendre en compte suivant. Enfin voilà, c'est difficile de faire un persona. Chacun a des projets de vie différents et on n'est pas au même moment dans sa vie, quel que soit son âge. Mais si je prends un peu les grandes tranches d'âge, voilà, 25-30 ans. On en est à quel stade et qu'est-ce qu'on devrait mettre en place à 25-30 ans? Ouais, 25-30 ans, je pense qu'il est temps de commencer à ouvrir la boîte et de se dire je dois commencer à me former. Je dois essayer de comprendre un peu les classes d'actifs, ce que c'est que les différents types de placements qui peuvent exister. Je commence à prendre date, probablement. Moi, je recommanderais de dire faut commencer à ouvrir peut-être un plan d'épargne en action, un PEA, peut-être un compte titre, un contrat d'assurance vie. Et à nouveau, là, c'est une question aussi de prise de conscience. Est-ce que j'ouvre un contrat d'assurance vie français? Est-ce que je l'ouvre de droit luxembourgeois, par exemple? La boîte à outils n'est pas la même. La sophistication présente et future n'est pas aussi du même niveau. Donc, ça nécessite déjà justement de se former un peu et de réfléchir au type de solution qu'on veut ouvrir. Mais voilà, moi, je prendrai date. Et puis, parallèlement, je pense qu'il faut commencer à avoir, là, pour le coup, un peu d'épargne à court moyen terme, avec 3-6 mois devant soi pour faire face à un changement de carrière, un changement de vie à titre perso et de pouvoir avoir un bridge, si je puis dire. Voilà, donc c'est ce que je recommanderais, moi. Voilà, donc un peu épargne de précaution quand même. On commence à investir, on commence à s'exposer un petit peu au marché, évidemment, pour une vision long terme, parce qu'à 25-30 ans, la retraite, c'est pas tout de suite. Donc voilà, et puis effectivement, prendre date sur certaines enveloppes comme PEA ou assurance vie pour que le décompte commence à se faire, parce que voilà, pour ceux qui ne le sauraient pas, PEA, on a un avantage fiscal au bout de 5 ans, assurance vie au bout de 8 ans, donc dès que vous ouvrez, même si vous mettez juste 50 ou 100 euros, ça commence à prendre date tout simplement, le décompte et lancer. 30-40 ans, qu'est-ce qu'on fait ? 30-40 ans, alors vous avez peut-être créé votre boîte, vous êtes peut-être en couple, donc voilà, et la question se pose éventuellement du régime matrimonial dans lequel vous êtes. Si vous êtes en couple, peut-être de vous paxer. Voilà, donc il y a différents... Alors ça, c'est intéressant, juste le couple, tu vois. C'est quoi ton avis là-dessus? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut absolument se marier ou se paxer? Alors là, on parle que financièrement parlant. Le reste, ça vous regarde. Mais financièrement parlant, est-ce qu'il vaut mieux être paxé, vaut mieux être marié? Pas du tout. Enfin, tu vois, comment tu vois les choses? Ce qu'on peut dire, c'est qu'une grande différence entre le pax et le mariage,
c'est que si vous êtes pacsé sans testament et que l'un des deux décède, en fait, le conjoint survivant n'héritera de rien. C'est important de le savoir, Voilà. ça. Ça, c'est, voilà. Donc, quand vous êtes 30-40 ans, c'est pas tant votre sujet. Je veux dire, normalement, Oui, mais justement, choses, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà. Ça fait partie des choses Voilà. qu'on n'a pas envie d'envisager. C'est le awareness. Exactement. Ouais. C'est le awareness dont il faut être conscient. Donc, en fait, voilà, 30-40 ans, vous êtes peut-être dans une phase de vie de construction, en quelque sorte. Et donc, il faut commencer à avoir certains outils d'ingénierie patrimoniale, c'est-à-dire sur le plan juridique et fiscal. Il faut commencer à s'intéresser à ça, alors que quand vous avez 25-30 ans, on est plutôt sur des enveloppes financières et de la matière financière à laquelle on s'aguerrit. 30-40 ans, on commence déjà à structurer un peu les choses. On peut avoir acheté un bien immobilier, donc là aussi, on se pose la question de ce bien immobilier, comment je le finance, évidemment, à court terme, enfin avec des taux fixes, éventuellement des taux variables. Enfin, il y a plein de schémas qui peuvent venir. Ça peut être un deuxième bien immobilier dans votre quarantaine parce que vous achetez une résidence secondaire. Vous avez peut-être des enfants, donc vous pouvez aussi un jour créer une SCI. Enfin, voilà, il commence à y avoir un peu de structuration et c'est le moment de monter un petit peu en puissance et d'être bien accompagné. Et surtout, si vous êtes deux, si je puis dire, de dialoguer, et je dirais même dès votre mise en couple, l'argent doit être, c'est pas une finalité, hein, c'est pas une obsession chez moi, c'est pas une finalité, mais ça ne doit pas être tabou, et dans le couple que vous formez, si vous formez un couple, ça doit être sur la table, au même titre que beaucoup d'autres choses. Justement, donc, à 30-40 ans, on en parle. Et par exemple, s'il y a une différence de salaire entre vous deux, par exemple, ça peut être intéressant de discuter de finalement la contribution de l'un par rapport à l'autre. Est-ce que c'est 50-50 ou est-ce que c'est proportionnel ? Puis il y a un truc aussi auquel il faut faire attention, c'est que parfois, s'il y en a un des deux qui gère plus les dépenses courantes, ça, c'est de l'argent qui est perdu, entre guillemets. Exactement. Alors que s'il y en a l'autre qui fait que de l'investissement, que ce soit la résidence principale, que ce soit... Même, c'est pas pareil, je suis désolé, c'est pas pareil d'acheter de la nourriture et d'acheter un canapé, parce qu'un canapé, derrière, on peut le revendre. Et après, dans tout ce qui est tout simplement investissement, évidemment, si on investit en bourse, on a l'impression que la personne qui investit en bourse prend plus de risques. En réalité, sur le long terme, les marchés sont haussiers. Alors, évidemment, c'est pas un conseil d'investissement... mettez que l'argent que vous êtes prêt à perdre ou que vous êtes prêt à bloquer longtemps. Mais cet argent-là, a priori, non seulement n'est pas perdu, mais en plus, va faire des petits, va fructifier. Exactement. Donc, là-dessus, je pense que c'est hyper important de faire la différence des types de dépenses. Exactement. Et c'est pour ça que je disais, est-ce que si vous êtes en couple, est-ce que c'est 50-50, alors que vous n'avez pas du tout les mêmes niveaux de revenus, par exemple ? Dans un cas, ça vous ponctionne toute capacité d'épargne ou d'investissement, ou est-ce que c'est proportionnel à vos revenus ? Et là, ça vous laisse une marge de manœuvre pour investir. Et on sait que dans ces tranches d'âge de la trentaine, quarantaine, votre meilleur allié, c'est le temps, avec les intérêts composés. Donc c'est ça qu'il faut jouer. Mais pour autant, il faut en avoir parlé dans son couple, il faut avoir osé dire, finalement, on vit ensemble, quel que soit son régime, etc. Quels sont nos projets et quelle marge de manœuvre on se laisse l'un par rapport à l'autre. Et justement, alors ça, question pas facile, puis ça dépend des cas, mais comment t'en parles ? Enfin, tu vois, qu'est-ce que tu dis au début ? Enfin, tu vois, puis il faut en parler quand ça se passe bien, évidemment. Exact. Comment t'amènes le sujet un peu, tu vois ? Alors ça, c'est souvent une question des femmes qu'on accompagne, là, justement, quand on est dans cette prise de conscience et qu'elles, effectivement, elles nous témoignent le fait qu'elles sont dans une situation qui peut être délicate dans certains cas. La façon d'en parler est très délicate. Alors nous, ce qu'on préconise en général, c'est de partir de soi. C'est-à-dire de ne pas partir de l'autre en se disant, voilà, s'il m'arrivait malheur... nos enfants qui sont de deux histoires différentes, et donc on est dans le cadre d'une famille recomposée. Voilà, j'ai fait mon homework. C'est là que c'est important qu'on ait soi-même été un peu formé, accompagné. Alors qu'on a fait un pas, quoi. De dire, j'ai étudié un peu le sujet, et il s'avère que je comprends que si il m'arrivait malheur ou si demain notre entreprise... parce qu'il y a un nouveau Covid ou je ne sais quoi est empêché et qu'elle se cassait la gueule, voilà les conséquences que j'ai identifiées sur, entre guillemets, moi et mes enfants. Voilà. Et de facto, ça commence à casser la glace, ça ouvre le débat. Mais il faut... Voilà, notre message, c'est plutôt de partir de soi. C'est des sujets délicats, mais effectivement, les aborder quand tout va bien, c'est beaucoup plus simple. Pour nous, les financiers, c'est beaucoup plus compliqué d'aborder le sujet. C'est-à-dire... On essaye de dire des choses comme comment comptez-vous vous protéger l'un l'autre. Tu n'as pas envie de faire d'ingérence, quoi. Nous, on fait, ça fait partie de notre méthode, et ça c'est assez accepté, si je puis dire. Nous, on fait mourir nos clients plusieurs fois dans les rendez-vous.
On fait divorcer nos clients plusieurs fois dans les rendez-vous. Ça se passe bien, ça va. En général, ça se passe bien. Alors, on habille ça, entre guillemets, pour pas que ce soit trop dramatique, mais on essaie de leur dire, voilà, en cas de situation délicate, voilà ce qui se passerait et voilà quelles seraient les conséquences. Mais à nouveau, faut-il encore qu'on ait 2 personnes en face de nous et pas une qui, effectivement, prendrait conscience du sujet, mais de façon unilatérale. Ok. Non, mais c'est des bonnes idées, quoi. 40-50 ans. Quand on arrive à 40-50 ans, là, on a fait 25-30, 30-40, voilà, une dizaine en plus, 40-50 ans, qu'est-ce qui se passe? 40-50 ans, vous commencez à regarder un peu l'horizon de la retraite, vous commencez à vous dire, il faut que je booste, probablement, il faut faire une simulation de son espérance financière de revenus à la retraite et de se dire, voilà, comment je comble le gap en fonction du niveau de vie que je souhaite avoir. Et là, c'est là que c'est un peu un accélérateur, il faut booster un peu vos investissements. Donc là, on est dans une structuration financière, entre guillemets, un peu plus aboutie que ce qu'on a fait dans la trentaine, avec des classes d'actifs peut-être plus sophistiquées, une meilleure compréhension de ces enjeux. On est aussi en train de structurer son patrimoine d'un point de vue juridique. Je vous dis, on crée peut-être une SCI, on commence à réfléchir à des sujets de démembrement de certains actifs. On a peut-être des enfants à 40-50 ans, dans le cas échéant. Donc comment on peut commencer à réfléchir à faire des donations. Je rappelle que jusqu'à 100 000 euros, vous avez des exonérations sur les donations, mais vous pouvez faire autant de donations que vous voulez. Après, il y a une fiscalité qui s'applique. Mais donc voilà, donc on peut utiliser des schémas comme cela. Ça, les donations, en parlant de fiscalité, plus vous le faites tôt, vous pouvez économiser mais énormément d'argent. En fait, le problème, c'est que souvent, les gens font ça en fin de vie. Et en fait, on se rend compte que si on avait fait ça beaucoup plus tôt en amont, on aurait pu économiser beaucoup d'argent. Je sais parce qu'on voit souvent le cas, j'imagine que toi tu le vois souvent. Bien sûr. Et voilà, plus vous prenez ça en compte tôt, mieux c'est. Bien sûr. Et à nouveau, donation égale signifie parler d'argent, signifie... on retombe... Et ça met le sujet sur la table. Exactement, on retombe toujours sur ce sujet-là. Et donc, l'aborder trop tard, c'est effectivement une perte d'opportunité. Donc voilà, la quarantaine, on commence à structurer les choses de façon beaucoup plus musclée, si je puis dire, la cinquantaine. Et on prend le sujet transgénérationnel en compte, avec aussi la projection de retraite. Et ensuite, alors allez, on a passé la cinquantaine. Allez, 50, 65 ans pour faire large. Ouais. Là, Là, il est important quand même de simuler malheureusement sa disparition, simuler des pépins de santé, le cas échéant. Est-ce que si vous devenez dépendant, que se passe-t-il? Voilà, donc il y a un certain nombre d'outils qui existent pour vous dire, voilà, si demain je devenais dépendant, comment est-ce qu'on pourrait gérer mes comptes bancaires, mon immobilier, etc. Donc c'est important dans ces âges-là d'oser aborder, je dirais, des thématiques un peu moins sympas, que sont la dépendance, la mort, etc. Et là, ça enclenche des discussions et des actions surtout qui vont tourner autour à nouveau de la gestion de sa succession, d'un testament le cas échéant, de donation-partage, d'éviter des indivisions si on disparaissait brutalement, de révision de son pacte d'actionnaires si on voyait que demain on disparaît et que votre conjoint reprend la société, mais comment est-ce qu'on paye les droits de succession de la boîte, sachant qu'elle peut être... il n'y a pas forcément beaucoup de liquidités. Donc, comment éviter de vendre la boîte pour payer les droits de succession? Comment racheter les parts des enfants qui peuvent être vos beaux-enfants avec lesquels vous avez peut-être des relations tendues alors que vous allez devoir les racheter mais que vous n'avez pas de cash. On envisage le pire, quoi. Donc, tous ces schémas-là, il faut les mettre sur la table. Il faut les dialoguer à deux, sans tabou, de façon très... je veux dire, froide en quelque sorte, avec des partenaires de confiance. Et c'est ce qui donne de la sérénité, c'est ce qui permet à une famille de rester soudée, unie, concentrée sur ses objectifs, parce qu'elle sait que c'est géré. C'est une charge mentale en moins, en fait, d'aborder ces sujets-là. Sur le moment, c'est un peu douloureux, c'est un peu délicat, mais une fois que vous les avez traités, après, c'est une never-ending story, c'est-à-dire qu'il faut quand même réviser les choses en fonction de l'évolution des lois de finances, en fonction de l'évolution de votre santé, en fonction de l'évolution de votre situation patrimoniale, personnelle. Donc, ça se révise. Mais je dirais, une fois qu'on a posé ces sujets-là, on dort quand même beaucoup mieux et on fait mieux ce qui est plus prioritaire que la gestion unique de son patrimoine, qui est gérer sa vie, gérer sa famille, gérer éventuellement son entreprise, etc. Là, justement, quelqu'un qui nous écoute, mais qui ne s'est jamais préoccupé de ça, qui n'a rien fait, homme comme femme, etc. Voilà. C'est quoi vraiment
Le premier truc à faire, je sais pas, le premier truc à regarder ou la première personne à aller voir, ou voilà, on s'est pas occupé de ça et on commence par quoi en fait? Alors j'imagine que ça dépend des cas, mais tu vois, quelqu'un qui s'est... Ouais, Alors, à nouveau, ça dépend de ton horizon, ça dépend de tes projets, ça dépend de ton âge. Donc, il n'y a pas de réponse unique. Et nous, on aime essayer de designer des solutions sur mesure, pas pour se faire plaisir, mais pour vraiment répondre aux attentes des gens qui nous interrogent. Moi, je pense que tout passe quand même par la prise de conscience. Et de se dire, l'argent n'est pas un tabou. L'argent n'est pas une finalité non plus nécessairement en soi, mais est un levier d'indépendance, un levier de liberté, un levier si on vit à plusieurs ou si on a construit quelque chose à plusieurs, un levier de relations saines en quelque sorte, et de liberté parce que vous pourrez sortir d'une situation à plusieurs de façon saine, éclairée, non dramatique pour vous. Donc pour moi, je dirais, le point le plus important, c'est prendre conscience de ces sujets-là, que ces sujets-là sont importants. Voilà, c'est au même titre que sa santé, au même titre que éventuellement sa famille si on en a une. Voilà, gérer son patrimoine, même si on en a peu, et en tout cas l'anticiper, c'est un sujet qui est important. Gérer ses propres finances, si je puis dire, c'est un sujet important. Et dissocier l'épargne de l'investissement. Ça, c'est très important, très tôt, de se rendre compte de la différence. Et derrière, je dirais, se former. Aujourd'hui, on peut aller, il y a des tutos dans tous les sens. L'IA aide aussi à se former, bien sûr, sur les LLM quand ils sont fiables, etc. Mais il y a quand même beaucoup de choses qui circulent. Bien sûr, chez vos partenaires financiers, les banques privées, si vous êtes un peu plus fortuné. Les conseillers en gestion de patrimoine indépendants sont très nombreux aussi en France, donc peuvent répondre à vos besoins. Donc, ne pas hésiter à prendre conseil, les notaires, les juristes, des fiscalistes également. Donc, ne pas hésiter à prendre contact avec des gens de qualité, bien sûr. Donc là, la recommandation joue beaucoup. Alors justement, là, tu vois, si on se dit, OK, moi j'ai envie d'aller voir quelqu'un pour m'occuper de ça, bah déjà, très bon point. Pas facile parce que ça dépend des cas, mais comment est-ce qu'on... Voilà, si on connaît personne là directement, bah, comment est-ce qu'on essaie de maximiser les chances qu'on va tomber sur le ou la bonne professionnelle dont on a besoin et qui les intéresse seront un maximum alignés, tu vois, À mon sens, comme ça ne doit pas être un tabou, il faut en parler autour de soi. Parlez-en à vos frères et sœurs si vous en avez, parlez-en éventuellement à vos parents, parlez-en à vos proches, vos amis. C'est la recommandation par rapport à des gens qui vous connaissent bien, à mon avis, est quand même un vecteur important. Et nous, on le voit dans les clients qui nous font confiance. La recommandation est très, très, très importante. Elle joue un rôle majeur. On n'est pas dans une logique de dire je sonne à la porte d'un expert comptable que j'ai croisé en bas de la rue ou d'un avocat fiscaliste. C'est rarement le cas. Après, évidemment, on peut regarder des recos sur Internet, etc. Mais c'est déjà beaucoup plus, entre guillemets, déshumanisé. Donc, Parce qu'il y a plein de choses, quoi. Ouais, voilà, exactement. Ouais. C'est un peu plus délicat. Mais je dirais que dans votre entourage, dans les gens à qui vous faites confiance, mais si vous partez du principe de dire je veux prendre conscience du sujet, je prends conscience du sujet, donc j'en parle, et ça n'est pas un tabou, ça va mécaniquement vous ouvrir des portes. Et quand on va, une fois voilà, qu'on a choisi quelqu'un, entre guillemets, en tout cas, qu'on a fait un premier filtre, qu'on a rendez-vous avec quelqu'un, un professionnel de la gestion de patrimoine, voilà, est-ce qu'il y a des questions à poser, absolument, il y a des choses à savoir, enfin, pour essayer, je sais pas, de déceler un petit peu une anomalie, ou est-ce qu'il y a un red flag? Si quelqu'un, un professionnel, une professionnelle, lui dit quelque chose, bah ça, faut pas travailler avec, enfin, tu vois, t'as des cas comme ça, toi, un peu... Des recommandations à faire là-dessus. Tu veux dire sur les professionnels ou Oui, sur en fait, quand on est un particulier, qu'on dit, OK, je veux prendre mes finances en main. Voilà, quand on va voir quelqu'un, est-ce qu'il y a des choses où tu te dis, bon, si telle personne se comporte comme ça, ou... à mon sens, comme je te disais, la boîte à outils, elle est, pour répondre à tes enjeux, tes besoins perso, elle est très large et tout existe et à peu près tous les leviers seront à ta disposition à un moment ou à un autre si tu le souhaites. Donc, le sujet n'est pas tant un sujet de produit ou de solution. Pour moi, le sujet est un sujet beaucoup plus autour de est-ce que tu as en face de toi quelqu'un qui justement pousse des produits ou des solutions, en push produit, sans tenir compte réellement de ton ADN, de tes projets, de ce qui t'anime, de ce qui fait que tu seras ce que tu seras dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, parce que tu es un entrepreneur, parce que tu es risque adverse, parce que tu es au contraire risk-taker, parce que tu as une maladie chronique, parce que tu as une famille avec laquelle tu as des difficultés très importantes, etc. C'est pour moi, le bon professionnel, celui qui te correspond le mieux, est celui qui va vraiment être dans une logique
de comprendre ton ADN, de prendre du temps et qui ne va pas être en train de calquer une situation sur un persona. En disant, justement un peu par rapport à la question que tu me posais, j'ai 38 ans, je suis dans telle situation, ok, j'ai la réponse, voilà ce qu'il vous faut. Ça, c'est notoirement insuffisant. Ça peut être le début de quelque chose pour toi, ça peut être le début de ta prise de conscience, ça peut être le début de ta formation, si je puis dire, sur des sujets un peu financiers. Mais c'est clairement, probablement pas le bon accompagnement. Donc la question est plutôt de trouver des partenaires financiers qui soient dans une réelle écoute active et qui te proposent des solutions qui ne soient pas calquées sur un schéma en disant à 30 ans, il te faut une assurance vie, 30% de fonds euros et 30% d'actions européennes. Pour les femmes et les hommes qui nous écoutent, on a compris que fallait bien différencier l'épargne et l'investissement. Maintenant, on a fait pas mal de personas, mais qu'on soit célibataire, qu'on soit en couple, qu'on construise une entreprise avec quelqu'un, qu'on soit veuf, divorcé, bref. Est-ce que là, tu as quelque chose d'autre à ajouter aux personnes qui nous écoutent, d'autres conseils qu'on n'aurait pas forcément abordés là, d'autres choses à partager pour que les gens qui nous écoutent prennent leur argent en main un maximum? Ouais, moi, en tout cas, mon message plutôt, aujourd'hui, c'est de dire ce sujet, il a deux faces. C'est à la fois à nous tous de prendre conscience que la gestion de notre patrimoine, petit, moyen ou grand, est quelque chose qui nous concerne personnellement et qu'on ne doit pas le déléguer au sens. C'est pas un tiers qui doit prendre des décisions financières, faute de quoi on va passer à côté d'un certain nombre d'enjeux majeurs qui impacteront notre vie à un moment ou à un autre. Donc cette prise de conscience, prenez en main, hommes comme femmes, votre patrimoine, intéressez-vous, passez du temps sur ce sujet-là, ça c'est fondamental. Et de l'autre, c'est les financiers que nous sommes, toute la sphère d'accompagnement, d'advisor qu'on peut avoir autour de ces familles, à nous d'avoir une approche la plus sur mesure possible, avec cette écoute, cette pédagogie, moins de jargonnage, une attention particulière, je pense, aujourd'hui aux femmes qui, elles, osent, à la différence des hommes, souvent exprimer, quand on les écoute, qu'elles sont mal accompagnées, qu'elles sont mal préparées. Accompagnons-les, c'est formidable, c'est passionnant. Il y a des choses très importantes à faire pour l'avenir de nos enfants, l'avenir de notre pays, des relations plus apaisées sur la matière financière, des dénouements dans des crises qui seront facilitants et facilités. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est même un enjeu c'est un peu une cause nationale de savoir s'occuper de ses finances personnelles et de mieux gérer ses partenariats lorsqu'on a créé une boîte. C'est fondamental. Donc, je pense que les financiers ont un rôle à jouer, mais de l'autre, il faut que tout un chacun exprime aussi ses besoins, ses insatisfactions, soit exigeant dans le choix de ses partenaires financiers et n'aille pas vers la facilité d'une approche produit, mais sur quelque chose de beaucoup plus designé par rapport à ses attentes. Et donc, je pense que c'est la rencontre de ces deux mondes qui doit changer la donne et qui, d'ailleurs, donne du sens, je pense, au métier notamment que j'exerce. Et toute cette démarche qu'on a engagée, je le vois auprès des hommes et des femmes qui sont à mes côtés, ça nous donne des ailes pour encore mieux faire notre accompagnement, pour être encore plus professionnel, pour être plus transgénérationnel. Et il y a une forme de noblesse, entre guillemets, dans cette mission. Voilà. Et c'est aussi notre raison d'être, de penser moyen-long terme, d'être fier de ce qu'on fait, de pouvoir se regarder dans la glace et de se dire l'accompagnement qu'on a fait, il est solide, il est équilibré. Et à la fin, cette famille-là, elle est plus armée pour faire face aux difficultés qu'elle traversera probablement immanquablement. Et c'est assez chouette, c'est assez beau. Parler et surtout challenger les conseillers ou les conseillères avec qui vous êtes en contact, parce que si vous ne comprenez pas ou si ce n'est pas clair, c'est pas vous le problème. Il faut vraiment que ce soit un vrai échange là-dessus. Merci beaucoup Mathieu Védrenne d'avoir été avec nous, c'était un plaisir de t'avoir. Je rappelle que tu es donc CEO de Société Générale Private Banking. Quant à vous, merci de nous avoir suivis, de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions si vous en avez, à donner votre avis en commentaire là-dessus, à nous poser des questions évidemment, mais surtout, prenez le contrôle de votre argent.